moi, pour répondre à cette très bonne question, je pense qu'en fait, il y aura, s'il passe au pouvoir, enfin au gouvernement, il y aura un problème qui sera lié à la Constitution. Donc en fait, ils ne pourront pas faire exactement tout ce qu'ils veulent parce que tout sera taxé en fait d'inconstitutionnalité. C'est mon avis. Et forcément, ils attendront en fait d'arriver un peu plus au pouvoir pour pouvoir modifier. Et pardon de vous couper, la seule chose qui me rassure un peu, si jamais ils arrivent là au pouvoir, c'est que le président de la République soit encore là. Oui. Parce que si c'est en 2027, pour qu'il y ait à la fois la présidence de la République et l'Assemblée nationale, là je suis plus gêné que dans la situation actuelle. La question, c'est, excusez-moi, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que oui ou non, on doit craindre en fait cette fameuse guerre qui arrive avec le Liban et sous-jacente en fait avec l'Iran. Et là, on a vu aujourd'hui sur Makara qu'il paraît qu'il y a même le porte-avions Ford qui arrive directement en fait en Israël, qui laisse sous-entendre que ce soit pour une protection d'Israël ou pas. Alors là, on repasse dans la géopolitique locale, puis on reviendra après aux questions intérieures. Géopolitique locale, je suis donc convaincu qu'on va à la guerre et que le porte-avions, il fait partie des éléments qui, comme au tout début, sont là pour empêcher le Hezbollah d'attaquer Israël en entrant sur le territoire. En revanche, ils vont balancer des missiles et des casseroles. Est-ce qu'on va à la guerre après avec l'Iran? C'est quand même la vraie grosse question. Bon, là aussi, personne n'a de boule de cristal. Si je peux parier, je dis non. Pourquoi? Parce que quand même, je veux dire, c'est pas oui-non comme ça au hasard. Parce que je pense que sur la question nucléaire, qui est la plus essentielle par rapport à l'Iran aujourd'hui, l'affaire va être gérée par les Russes. Je vous donne 2-3 éléments qui fondent cet avis. Le premier, c'est que Poutine n'est pas un stratège. Poutine est un opportuniste. Il attend que le fruit soit mûr pour le prendre. Il a juste attendu que nous ayons échoué, nous, occidentaux, en Syrie et Irak, pour dire maintenant la Syrie, c'est pour moi. Il a attendu que la France se casse la figure en Afrique pour dire maintenant c'est moi. Et il va faire la même chose avec l'Iran, en disant pendant 16 ans nous avons négocié l'accord nucléaire qui a tenu pendant 3 ans, et puis le président américain, mais plus exactement le tandem Netanyahou-Trump, a fait sauter cet accord. Il considérait comme un mauvais accord. Je considère personnellement que d'avoir fait sauter l'accord nucléaire est une erreur stratégique majeure du tandem Trump-Netanyahou. Et on va payer cette affaire. Parce que personne ne pourra me dire que la situation est meilleure aujourd'hui que quand il y avait l'accord. Sauf que, évidemment, on oublie toujours que Netanyahou n'est pas un homme de paix par les traités. Netanyahou est un homme de paix par le rapport de force. La paix vient du fait que je suis plus fort que l'autre. La paix ne vient pas d'un traité. Et ça, c'est vraiment toute la mentalité de Netanyahou. Sauf que là, il a un problème avec l'Iran, bien entendu. Donc, l'Iran est un pays qui atteint, lentement mais sûrement, qui monte vers le seuil nucléaire. En termes de quantité d'uranium, il va atteindre son chiffre dans 10 jours. Après, la nucléarisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la capacité à transformer en bombe, c'est au moins entre 2 et 3 ans. Donc, pendant ce temps-là, Israël va se demander qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il faut attaquer ou pas l'Iran? Vraie question, bien entendu, puisque l'Iran est le pays fort qui dit en permanence qu'il veut détruire Israël. Donc on est à chaque fois dans la menace existentielle et dans le risque existentiel parce qu'ils sont sans doute capables de le faire. Donc, on voit le scénario arriver d'une attaque contre l'Iran, une attaque contre l'Iran qui est très compliquée comme attaque. Parce que il faut
détruire à peu près 10 000 cibles en une semaine. C'est colossal, même nous, je ne suis pas sûr que ça s'achève. Donc, cette attaque, admettons qu'elle se fasse, elle suppose avant le tapis de bombe sur le Liban, puisque la première réplique après l'attaque israélienne va venir du Liban pour des raisons de proximité géographique. Donc, commencer par la guerre au Liban pour que la capacité de réplique devienne faible. Mais pour autant, Israël ne peut pas tenir une guerre longue contre l'Iran. Là, c'est purement Clausewitz. Quand vous avez 9 millions d'habitants face à 89 millions d'habitants, que les 89 millions d'habitants savent se battre et ont l'habitude de se battre depuis des années et des années, c'est compliqué, vous ne pouvez pas tenir. Il faut donc qu'Israël ne soit pas seul face à l'Iran. Donc il faut faire une coalition. Cette coalition, elle doit se faire non pas pour attaquer l'Iran, personne ne marchera là-dedans, mais pour empêcher l'Iran de répliquer. C'est une coalition dite de seconde frappe. C'est-à-dire que le message qui est délivré à l'Iran, c'est « vous avez été tapé, mais vous ne pouvez pas répliquer parce qu'à ce moment-là, la réplique serait contre nous tous ». Coalition de dissuasion, donc, en retour. Les premiers ministres, que ce soit Lapid ou Netanyahou, ont proposé cela. Les pays occidentaux, à commencer par la France et la Grande-Bretagne. Évidemment, les États-Unis, mais c'est un autre jeu. Et tout le monde a dit, enfin en disant, venez nous rejoindre préventivement dans une coalition de ce type. Et tout le monde a dit non, y compris les États-Unis. Pourquoi? Parce que ça aurait été un signe d'une agressivité colossale et presque un blanc-seing pour Israël d'attaquer l'Iran. Donc, prise de risque. Et la question, est-ce que cette coalition pourrait se former vite? Nous n'en savions rien jusqu'au 13 avril, mais depuis le 13 avril, on sait qu'elle peut se former quasiment instantanément. C'est-à-dire qu'on n'aidera pas Israël à attaquer l'Iran, mais on se battra avec Israël si l'Iran réplique. Donc vous avez une forme de soutien à Israël qui est très particulière et qui est très, d'ailleurs, 1967, c'est-à-dire on dit à Israël n'attaquez pas en premier. Si vous le faites, la question c'est est-ce que on sera là avec vous? Contrairement à 67, cette fois-ci, ce qui a encore été dit là, à travers la réaction au 13, 14, 15 avril, c'est oui, on sera là si vous êtes attaqués. Donc, on voit que le scénario de l'attaque est sur la table. Maintenant, le Russe dit pas de ça. Moi, je ne veux pas la guerre entre Israël et l'Iran. Et donc, il nous dit vous faites comme les autres fois, vous avez échoué dans votre capacité à gérer la question iranienne. Comme vous avez échoué en Irak, que vous avez donné de facto à l'Iran, comme vous avez échoué en Syrie, comme vous échouez partout avec votre hubris de conquête occidentale, alors maintenant ça suffit comme ça, l'Iran, je m'en occupe. Et je suis légitimé à ça. D'abord parce que vous êtes incapable de vous en occuper, car vous êtes sorti de l'accord dit JCPOA, peu importe, sans plan B, vous n'avez aucun plan B, aucune perspective sur l'Iran. C'est mon tour. C'est exactement la situation où Poutine dit c'est à moi de jouer. Je suis légitime parce que je connais par cœur le nucléaire iranien, puisqu'il gère la centrale civile de Boukher, peu importe. Et donc, c'est simple. Le deal, ça va être, vous allez le voir arriver dans les mois qui viennent, l'Iran ne sera pas un pays nucléaire, ce sera un pays du seuil nucléaire, c'est-à-dire à 1 an de la bombe. Mais pour que ça reste un pays du seuil nucléaire et pas un pays nucléaire, vous allez devoir vous en remettre à moi. Et vous êtes bien coincés, les Occidentaux, parce que vous n'avez pas d'alternative, exactement comme pour la Syrie. Je vais garder Bachar el-Assad, mais il ne vous embêtera plus. N'empêche que c'est moi qui gère Bachar el-Assad, c'est plus vous. Voilà, c'est la même chose pour l'Iran. C'est ça le scénario aujourd'hui, le plus probable. On va se retrouver avec une alliance qui est en train de se constituer entre Poutine et l'Iran, entendu, qui va permettre aux Russes d'avoir la main
dans le cadre du Sud global, pourrait-on dire, et des nouveaux méchants, d'avoir la main pour empêcher, de fait, l'Iran de devenir un pays nucléaire, c'est-à-dire celui qui a la bombe opérationnelle. Donc, je ne suis pas personnellement trop inquiet par rapport à des perspectives de guerre avec l'Iran. La seule perspective de guerre, c'est si Netanyahou est acculé à un moment ou à un autre et qu'il veut absolument garder le pouvoir et que sa seule manière de faire après avoir attaqué le Liban, c'est d'attaquer l'Iran. Parce que là, il continue son rôle de chef de guerre et il sait déjà, à cause de ce qui s'est passé le 15 avril, que si jamais l'Iran essaye de répliquer, il aura son alliance avec lui. Dans le cadre d'une bipolarisation du monde, dans lequel vous avez d'un côté, bien sûr, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord et la Chine, et puis les États-Unis, et en gros tous les Occidentaux et les pays du Golfe. Et devant cette polarisation que les Américains adorent couper le monde en deux en disant il y a les bons et les méchants, vieux truc des évangélistes. Vous avez beaucoup de pays arabes qui refusent cette division. Et celui qui refuse le plus cette division, c'est Mohammed Ben Salman, c'est l'Arabie Saoudite. Ce qui vous explique ce qui s'est passé il y a 1 an et demi par rapport à la question de la normalisation de l'Arabie Saoudite avec Israël, et je m'arrêterai là. Mohammed Ben Salman est extrêmement intéressé, pour des tas de raisons, à la normalisation avec Israël. Et il a demandé des formes de garantie derrière ça. La plus importante, c'était une liste de matériel militaire immense de la part des Américains. Pourquoi ? Parce qu'il va se retrouver avec l'Iran en face de lui, contre lui, s'il normalise avec Israël. Le deuxième, c'était une stabilisation, pas une amélioration, mais une stabilisation du conflit israélo-palestinien. Et évidemment, il n'a pu avoir ni l'un ni l'autre. Pour des tas de raisons, l'administration Biden n'y a mis pas du tout, depuis l'affaire Khashoggi, MBS. Et donc, MBS a joué un coup diplomatique absolument somptueux, une masterclass de diplomatie. Voyant qu'il ne pouvait pas avoir de garantie de sécurité par rapport à l'Iran, il est allé voir l'Iran et il a dit on fait un accord. Et il fait un accord avec l'Iran sous l'égide de la Chine, qui montre qu'il est capable de jouer un autre jeu que celui des alliés occidentaux. Les Américains se précipitent, en disant de quoi, vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites ? On vous donne tout le matériel militaire que vous voulez, puis vous en faites pas, on va s'arranger dans le conflit israélo-palestinien. Et MBS leur dit maintenant il y a une condition supplémentaire. Je fais une centrale nucléaire. Et là, ça les coince, les Américains, en termes de prolifération. Et puis depuis la guerre à Gaza, ils ont encore augmenté les choses. Ils veulent maintenant une garantie sur la création de l'État palestinien. Et ça va être compliqué de la part d'Israël. Parce que si l'administration américaine veut absolument cette normalisation, il va falloir tordre le bras aux autorités israéliennes, quelles qu'elles soient. On en est.